Donc, en fait, globalement, je vais vous parler d'avortement ce soir, essentiellement, et de droits des femmes, plus globalement. Donc, en fait, les élections du 8 novembre ont donné lieu à plusieurs questions et plusieurs remaniements d'enjeux importants, dont la question de l'accès à l'avortement et globalement la santé reproductive des femmes américaines, mais également, on l'a vu avec l'entrée en vigueur de la Mexico City Policy, de la santé reproductive des femmes à l'échelle mondiale à travers l'élection de Donald Trump. Donc, ce que je vais tenter de faire ce soir, en fait, c'est de vous expliquer d'une part la réalité aux États-Unis, donc à l'interne, et ensuite les impacts que la présidence de Donald Trump peut avoir sur la santé reproductive des femmes à l'échelle internationale. Donc, aux États-Unis, lors de la campagne présidentielle, Donald Trump, au début, ne voulait pas trop se positionner à savoir s'il était pro-vie, pro-choix. Il jouait avec les mots et lors d'un débat, il s'est fait demander très clairement qui allez-vous nommer à la Cour suprême? Est-ce que vous allez nommer un juge qui est ouvertement pro-vie? Et il a dit, bien, puisque je suis pro-vie, je vais nécessairement mettre en place un juge qui est pro-vie de façon à renverser Roe v. Wade. Roe v. Wade étant l'arrêt de la Cour suprême qui légalise l'accès à l'avortement pour toutes les femmes aux États-Unis et qui est en vigueur depuis 1973. Par contre, il y a la nomination qui a été faite donc, de Neil Gorsuch, qui reste à confirmer par le Sénat, mais qui est un juge qui est conservateur, mais qui n'a jamais eu à se prononcer sur l'avortement par le passé. Donc, il y avait des groupes militants de droite qui poussaient Donald Trump à mettre en place un juge qui s'est déjà prononcé sur des questions d'avortement, soit dans des dissidences ou dans des jugements majoritaires, ce qui n'est pas le cas du candidat qui est actuellement suggéré par Donald Trump. Par contre, ce candidat-là a mentionné qu'on ne peut pas juger de qu'est-ce qui est le plus important entre la vie d'une mère et la vie d'un enfant. Et il considère donc que par enfant, c'est le fœtus dès le moment de la création. Donc on peut deviner qu'il y a une position plus conservatrice sur la question de l'avortement, mais on ne peut pas présumer qu'il va nécessairement se positionner pour abolir Roe v. Wade, parce que c'est également un juge qui ancre sa vision dans le traditionnalisme et dans le respect des antécédents. Roe v. Wade constitue un antécédent et donc de l'abolir voudrait dire de revenir sur une décision de la Cour suprême et d'affaiblir la vision de la Cour suprême à l'échelle nationale. L'autre élément, pourquoi le droit à l'avortement de façon globale n'est pas menacé d'un point de vue juridique aux États-Unis, c'est que actuellement la Cour suprême, sur les 8 juges qui siègent, il y a 4 juges qui sont en faveur du maintien de Roe v. Wade, non, il y a 5 juges qui sont en faveur du maintien de Roe v. Wade et 3 qui veulent éliminer le jugement. Donc, même si Neil Gorsuch arrive, qui a un jugement sur la question de l'avortement et qu'il se positionne contre le droit à l'avortement, on reste avec une dynamique de 5 contre 4 et donc il y a une protection quand même du droit à l'avortement au niveau juridique. La problématique avec la présidence de Trump, c'est s'il y a une seconde vacance à la Cour suprême, donc s'il y a un autre juge qui décède ou qui décide de prendre sa retraite. C'est problématique parce qu'actuellement, les 2 juges qui sont le plus proches de prendre leur retraite, ce sont 2 juges qui sont en faveur du maintien de Roe v. Wade, et donc ça pourrait faire balancer la Cour suprême vers une position beaucoup plus conservatrice sur la question si un des 2 venait à décéder ou prendre sa retraite dans les 4 prochaines années. D'un autre côté, la question de l'avortement aux États-Unis est problématique de par la présence de Mike Pence à la vice-présidence des États-Unis. Donc, pendant la campagne, on parlait souvent de Donald Trump, et même depuis son élection, on disait s'il y a une procédure de destitution, c'est pas si grave, ce serait bien, parce qu'en fait, ce serait Mike Pence. Pour la question de l'avortement, l'arrivée de Mike Pence à la présidence des États-Unis, c'est loin d'être une victoire. Il est beaucoup plus conservateur que Donald Trump et sur certains enjeux, on peut même présager qu'en fait, Mike Pence va prendre les devants et va mener certains des dossiers. Le premier discours que Mike Pence a prononcé à titre de vice-président, c'était lors de la marche pro-vie, donc la marche annuelle contre le droit à l'avortement à Washington. Donc, ça laisse présager des jours un peu plus sombres. Et pour vous faire un portrait de Mike Pence, il a été gouverneur de l'État de l'Indiana et sous sa gouverne, l'Indiana a adopté des lois parmi les plus restrictives en matière d'avortement. Donc, on pense à la loi qui restreint l'accès à l'avortement avant la 20e semaine de grossesse, mais également l'obligation pour les femmes qui obtiennent un avortement d'avoir un service funéraire pour le fœtus,
Que ce soit religieux ou pas, mais il doit avoir un service funéraire d'organiser. Donc, on voit qu'à la Maison-Blanche, actuellement, on a un duo qui est très peu favorable au droit à l'avortement des femmes, voire même qui se positionne pour le renversement de Roe v. Wade. Par contre, l'arrivée de Donald Trump, c'est pas une nouveauté, et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec la question du mur à la frontière mexicaine-américaine. C'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est déjà là. Sur la question de l'avortement, Donald Trump vient simplement légitimer un discours qui est très présent dans les États. Donc, actuellement, on a 26 États sur les 50 qui ont des mesures très restrictives en matière d'avortement, que ce soit au niveau de l'accès physique, l'accès économique, ou également les étapes à travers lesquelles les femmes doivent passer avant d'avoir accès à un avortement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est déjà là. Et à titre d'exemple, en décembre, donc pendant ce qu'on appelle la lame duck session, qui est une période qui habituellement, il n'y a pas beaucoup de lois qui sont passées parce qu'on connaît déjà qui seront les nouveaux législateurs qui vont entrer en poste en janvier. On a eu en une semaine 3 nouvelles mesures restrictives sur la question de l'avortement adoptées notamment au Texas. Et depuis le début du mois de janvier, il y a plus de 50 projets de loi qui ont été déposés dans 14 législatures d'États visant à restreindre l'accès à l'avortement aux États-Unis. Donc, ce sont tous des projets de loi qui vont être discutés dans les mois à venir. On peut penser à l'Oklahoma qui est présentement sur toutes les tribunes avec ces mesures restrictives qui ont été adoptées dans les dernières semaines, mais l'Ohio laisse pas sa place non plus. Le Missouri est un des États où il y a le plus de mesures qui sont actuellement discutées. Le Texas est un chef de file en la matière et sert de laboratoire pour les autres. Donc, on y teste les mesures et ensuite on les exporte vers les autres États. Donc, globalement, on a une dynamique actuellement aux États-Unis dans la majorité des États, en fait dans plus de 50% des États américains, qui vise à restreindre l'accès à l'avortement en jouant sur les mots. Et donc, on respecte Roe v. Wade dans le sens que l'accès à l'avortement, il est là, le droit est là, mais les difficultés pour atteindre ce droit-là et pour s'en prévaloir sont de plus en plus nombreuses. Et à partir de 2017, la nouveauté aussi qu'on voit, c'est une volonté de reconnaître un droit à la vie au fœtus et donc d'empêcher l'avortement de cette façon-là. Donc, l'autre élément aussi qui s'articule en parallèle à ça, c'est la question de l'accès à la contraception. Donc, plus globalement, la santé reproductive des femmes américaines. Donc, on a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une volonté de retirer le financement à un organisme qui s'appelle Planned Parenthood, qui est en fait l'organisme national le plus important et influent en matière d'accès à la contraception, mais également des dépistages de cancer féminin. Et en parallèle, il y a certaines cliniques de Planned Parenthood qui offrent un service d'avortement. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on veut globalement retirer le financement à Planned Parenthood dans certains États comme le Texas, mais également au niveau fédéral. On a aussi l'abrogation du Affordable Care Act, mieux connu sous le nom de Obamacare, qui obligeait les compagnies d'assurance à offrir une couverture des méthodes contraceptives pour les femmes. Donc, en éliminant l'Obamacare et en ne le remplaçant pas pendant une période d'environ 1 an, si on se fie aux derniers chiffres de M. Trump, on vient retirer cette couverture-là pour les femmes d'avoir accès à une contraception, ce qui fait qu'actuellement, les organismes qui travaillent auprès des femmes et de la santé reproductive remarquent qu'il y a une course envers les méthodes de contraception de longue durée, notamment les stérilets qui ont une durée de protection de 5 ans. Et donc, on voit une augmentation du nombre de femmes qui cherchent des contraceptifs qui vont durer plus longtemps que le premier mandat de Donald Trump, en espérant qu'il ne sera pas réélu, et de réavoir une couverture sous une autre présidence. Donc, c'est problématique en soi parce qu'en fait, c'est d'obliger les femmes à choisir un type de contraception qui est plus durable, qui s'inscrit dans la longue durée plutôt que d'autres, indépendamment de leurs conditions médicales préexistantes, parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent avoir un stérilet comme méthode de contraception. Par rapport à ça, il y a aussi la nomination de Neil Gorsuch comme juge à la Cour suprême. Lors de sa présence dans la Cour du 9e district, il s'est prononcé contre l'obligation envers les groupes religieux d'obliger à offrir
une couverture justement des frais associés aux contraceptifs. Et donc, on a ce juge-là qui est contre certains droits de santé reproductive qui s'en va à la Cour suprême, c'est problématique également. Donc, ça, c'est la situation globale actuellement à l'interne aux États-Unis, mais c'est une situation qui a aussi des impacts transfrontaliers. Et donc, on voit souvent l'avortement comme étant une question qui est uniquement à l'intérieur des États-Unis. Mais le 23 janvier, Donald Trump a signé la Mexico City Policy. Donc, c'est une politique, en fait, qui a été mise en place par le gouvernement de Ronald Reagan en 1984 et qui a été abrogée par tous les présidents démocrates depuis et remis en place par tous les présidents républicains depuis. Donc, c'est une mesure qui a été en place pendant les 17 et 32 dernières années. Pourquoi on en parle autant en ce moment? Pourquoi c'est revenu avec autant de vigueur et qu'on en parle beaucoup plus que quand W. Bush l'a remis en vigueur en 2000? C'est parce que la version de Donald Trump est beaucoup plus sévère, beaucoup plus stricte, parce que cette politique-là, globalement, ce qu'elle visait, c'est à empêcher le financement international américain aux organisations qui offrent un service d'avortement. Sous Donald Trump, c'est d'interdire le financement américain à toutes les organisations qui parlent d'avortement. Donc, si vous avez un organisme international qui travaille en santé reproductive et qui mentionne à ses patientes qu'en fait, elles ont une option qui existe, qui est légale dans le pays et qui est l'avortement, cet organisme-là va voir tout son financement américain être coupé. Donc, c'est très problématique parce que on vient interdire une allocation de fonds à des organismes qui peuvent travailler dans plusieurs pôles, mais qu'un de ces pôles-là, c'est de mentionner les possibilités aux femmes, et donc on vient orienter les activités des organisations à l'international également, et elles font face à un choix entre continuer d'avoir le financement et donc de modifier leur méthode d'approche et leur vision, ou conserver leur vision et ne plus recevoir le financement. Donc, globalement, c'est 225 millions de femmes à l'international qui utilisent un quelconque type de contraception, qui en fait qui voudraient utiliser un type de contraception, mais qui ne peuvent pas l'utiliser pour éviter les grossesses qui n'y ont pas accès. Et donc, ce sont des femmes auprès desquelles ces organismes-là travaillent et qui ne pourront plus compter sur cette aide-là. Chaque année, il y a 74 millions de grossesses non désirées qui sont recensées dans les pays en développement, ce qui mène à 28 millions de naissances non planifiées et 36 millions d'avortements qui sont notamment à travers ces organismes-là. Et il y a plus de 21 millions de ces 36 millions d'avortements-là qui se font dans des conditions non sanitaires, donc des self-abortion. Et de couper le financement à ces organismes-là va nécessairement entraîner une augmentation parce qu'on l'a vu à travers les 17 des 32 dernières années. On a vu que moins cette politique-là est en vigueur, plus il y a d'avortements qui sont des avortements maison également. Donc, il y a également une problématique au niveau du financement des organismes qui travaillent au développement de nouveaux moyens de contraception. Parce que les réalités des femmes dans les différents États varient, et donc les méthodes de contraception qui leur seraient les plus favorables varient également. Donc, par exemple, en Ouganda, il y a des tests qui sont actuellement en place entourant un nouveau contraceptif, mais ces tests-là vont devoir être arrêtés faute de financement. Au Népal, c'est 601 sites du ministère de la Santé qui vont perdre leur financement pour le planning familial à partir de cette année. Et au Kenya, c'est 5000 consultations bénévoles en planning familial qui vont devoir arrêter immédiatement. Et ce service-là touche également les jeunes filles qui sont atteintes du VIH-Sida. Donc, on vient couper sur la base de la mention de l'avortement, mais ça touche beaucoup plus de services à l'international. Et finalement, il y a l'augmentation de la lenteur de réaction des organismes. Parce que les organismes en planning familial n'agissent pas uniquement à titre de consultants, mais lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, par exemple, c'est eux les premiers répondants pour aller offrir aux femmes la poursuite de leur contraception et les examens gynécologiques également. Donc, ça a un impact aussi sur l'encadrement des femmes lors des situations plus critiques. Donc, je vais finir sur une lueur d'espoir. Il y a le gouvernement néerlandais qui a annoncé que pour pallier à l'instauration de la Mexico City Policy, il allait débloquer
un budget pour pallier à la coupure qui, pour cette année, se chiffre à 100 millions de dollars des États-Unis. Et le Canada a annoncé sa volonté de participer à cette initiative-là. Donc, il reste à voir à quelle hauteur le Canada participera et à quelle hauteur le gouvernement néerlandais participera également, et si d'autres États se joindront à cette coalition-là qui vise à continuer à offrir le service de planning familial aux femmes. Mais globalement, on voit que lorsqu'il y a une vision restrictive en matière d'avortement aux États-Unis, ça ne se limite pas aux frontières des États-Unis, ça a un impact à l'international de par cette politique-là, mais c'est également un impact discursif, et les discours des groupes pro-vie qui se voient légitimés par la présidence de Donald Trump ne se limitent pas non plus aux frontières américaines et pourraient inspirer d'autres mouvements pro-vie dans d'autres États, notamment au Québec et au Canada. Merci.